Chaque nuit, à 2h53 précises, mon mari se tenait près de mon lit, dans l'obscurité. Pendant des mois, j'ai cru qu'il veillait sur moi, jusqu'à cette nuit où j'ai compris qu'il attendait quelqu'un qui ne devait jamais revenir. Je m'appelle Lillian McCarter. J'ai 90 ans et je suis assise seule dans un petit appartement de Memphis, dans le Tennessee, les mains jointes sur les genoux, le poids de mes souvenirs plus lourd que mes os. J'ai assez vécu pour savoir que le temps n'efface pas le passé. Il nous apprend seulement à vivre avec. Aujourd'hui, on me regarde et on voit une vieille dame discrète. On voit des rides, des pas lents et des mains tremblantes quand je prends une tasse de thé. Ce qu'on ne voit pas, c'est la femme que j'étais. Celle qui a passé des années à dormir d'un œil, à écouter le souffle des autres dans le noir, à se demander si le jour se lèverait. Pendant presque toute ma vie, je n'ai confié cette histoire qu'à Dieu et à moi-même. Non pas pour protéger qui que ce soit, mais parce que certaines vérités sont si lourdes qu'on craint de briser quiconque les entend. Mais aujourd'hui, à mon âge, le silence ne me sert plus. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à écouter son intuition avant qu'il ne soit trop tard, alors elle mérite d'être racontée. Je suis née et j'ai grandi à Memphis à la fin des années 1930. À une époque où le fleuve décidait de qui vous étiez et où votre labeur déterminait votre survie. J'ai grandi en apprenant qu'une femme se taisait, tenait sa maison propre et gardait ses peurs pour elle. On ne posait pas de questions. On endurait. C'est ainsi que nous avons été élevés. Lorsque j'ai épousé mon mari, Harold Carter, je croyais que l'endurance était synonyme de force. Je croyais qu'un mariage paisible était un mariage sûr. Je croyais que tant qu'il n'y avait ni cris, ni bleus, ni os cassés, tout allait bien. J'avais tort. Pendant les premières années, rien ne semblait anormal. Nous menions une vie modeste, payions nos factures, allions à l'église le dimanche, saluions poliment nos voisins. De l'extérieur, nous ressemblions à tous les autres couples de notre rue. Mais à l'intérieur de cette maison, quelque chose changeait lentement, quelque chose que je ne pouvais nommer à l'époque. Les nuits étaient les pires. Tout a commencé par une sensation, de celle qu'on ne peut expliquer sans passer pour une idiote. Ce sentiment de ne pas être seul, même dans le silence. Cette pression sur la poitrine, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Puis, il y a eu le bruit de pas sur le parquet. Puis cette présence, toujours à 2h53 du matin, toujours à côté de mon lit. Toujours silencieuse. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas confronté. Je me racontais des histoires pour survivre. Je me disais qu'il était somnambule. Je me disais que j'imaginais des choses. Je me disais qu'une bonne épouse n'accuse pas son mari de quelque chose qu'elle ne peut prouver. Mais la vérité ne disparaît pas simplement parce qu'on refuse de la regarder en face. Et ce que j'allais découvrir n'a pas seulement changé mon mariage. Cela a changé ma façon de comprendre la peur, l'amour et le prix des secrets. Avant de vous raconter la suite, permettez-moi d'être clair. Si une petite voix intérieure vous murmure que quelque chose ne va pas, écoutez-la. Parce que je ne l'ai pas fait. Et le prix de ce silence m'a poursuivi toute ma vie. J'ai épousé Harold Carter au printemps 1954. J'avais à peine 20 ans et je pensais que l'amour arrivait après le mariage, pas avant. À l'époque, à Memphis, personne ne demandait à une jeune femme ce qu'elle ressentait. On lui demandait qui était sa famille, si elle savait cuisiner et si elle savait tenir une maison tranquille. Harold travaillait dans un entrepôt de marchandises près du fleuve, chargeant et déchargeant les cargaisons arrivant par train et par barge. C'était un travail pénible, le genre de travail qui vous courbe les épaules et vous apprend à vous taire. Il rentrait tous les soirs, les bottes poussiéreuses et le col trempé de sueur, me faisait un signe de tête, se lavait les mains et s'asseyait pour manger. Il ne se plaignait jamais et ne racontait jamais sa journée. C'était sa façon d'être. Nous vivions dans une petite maison étroite, non loin du Mississippi, aux murs fins et au plancher qui grinçait à chaque pas. Je la tenais propre. Je cuisinais ce que je pouvais me permettre. J'ai appris à faire durer les repas, à raccommoder les vêtements, à rendre la maison chaleureuse, même quand l'argent manquait. Harold payait les factures à temps et ne buvait jamais plus d'une bière ou deux le dimanche. De tous les points de vue, c'était un bon mari. L'affection n'a jamais fait partie de notre mariage, mais je ne pensais pas que cela nous rendait atypiques. Ma mère m'avait prévenu de ne pas attendre de tendresse d'un homme. Les hommes prouvent leur amour par le travail, en subvenant aux besoins de leur famille, en restant présents. C'est ce que j'ai longtemps cru. Nous avons eu 2 enfants, tous deux nés à la maison, avec l'aide d'une sage-femme qui habitait 3 rues plus loin.
Je me suis entièrement consacrée à eux. Harold a tenu les bébés 1 ou 2 fois dans ses bras, puis a repris ses habitudes. Il n'était pas cruel envers les enfants. Il était simplement distant, comme s'il y avait un mur en lui que personne ne pouvait franchir. La journée s'écoulait selon un rythme immuable. Le matin, c'était lessive et petit déjeuner. L'après-midi, ménage et radio pendant la sieste des enfants. Le soir, c'était calme. Harold mangea, lut le journal et se coucha tôt. Il n'y eut ni dispute, ni porte qui claque, ni cri. Le silence régnait, là où d'autres couples auraient pu converser. Avec le recul, je réalise combien il est facile de confondre paix et sécurité. Rien ne me semblait suffisamment grave pour partir. Rien ne me paraissait suffisamment brisé pour être réparé. À l'église, des amis parlaient de mariages bien pires. Certains arrivaient avec des bleus dissimulés sous leurs manches. D'autres pleuraient dans les toilettes. Je me disais que j'avais de la chance. Je me disais que ce malaise était un petit prix à payer pour la stabilité. Mais il y a eu des moments, des détails, qui sont restés gravés dans ma mémoire, même à l'époque. Harold sursautait quand on frappait à l'improviste. Il fermait les portes à clé 2 fois. Il cachait les papiers importants là où même moi, je ne pouvais pas les trouver. Quand je posais des questions simples sur l'argent ou le travail, il changeait de sujet ou se taisait. La nuit, il s'endormait rapidement, comme si l'épuisement était son seul refuge. Souvent, je restais éveillée à ses côtés, à écouter sa respiration, me demandant de quoi il rêvait. Il ne parlait jamais en dormant. Il ne tendait jamais la main vers moi. Il dormait comme un homme qui fuit quelque chose, même au repos. Je ne comprenais pas alors qu'une vie bâtie sur le silence finit par exiger un prix. Et quand le moment est venu, il ne demande pas si l'on est prêt. Au moment où les nuits commencèrent à changer, au moment où le 253 devint un point fixe dans ma vie, j'avais déjà appris à ignorer mon propre malaise. Cette habitude allait presque tout me coûter. La première nuit où c'est arrivé, je n'ai pas compris ce que je voyais. Je me suis réveillée brusquement, comme on le fait quand le corps presse un danger avant même que l'esprit ne le réalise. La pièce était sombre et silencieuse, d'un silence si pesant qu'il en est presque irréel. Un instant, j'ai cru rêver. Puis je l'ai senti, cette présence, quelqu'un de trop près. J'ai ouvert les yeux lentement et j'ai aperçu la silhouette d'Harold près du lit. Il était droit comme un i, pieds nus sur le sol froid, les épaules raides, les bras le long du corps. Il ne bougeait pas. Il ne disait rien. Il restait là, si près que je sentais la chaleur de son corps. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'étais certaine qu'il l'entendrait. Je voulais l'appeler, lui demander ce qu'il faisait, mais la peur m'empêchait de parler. Je me suis dit de ne pas bouger. Pas encore. L'obscurité m'empêchait de distinguer son visage, mais je voyais bien qu'il ne me regardait pas dans les yeux. Son regard était fixé quelque part au-delà de moi, comme s'il me transperçait du regard. C'est ce qui m'a le plus effrayée. Après ce qui m'a paru une éternité, même si ce n'était peut-être qu'une minute ou deux, il s'est retourné et est retourné de son côté du lit. Le matelas s'est enfoncé lorsqu'il s'est allongé. En quelques instants, sa respiration s'est apaisée et a retrouvé le rythme régulier du sommeil. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au matin, je m'étais persuadée que ce n'était rien. Peut-être s'était-il levé pour aller aux toilettes. Peut-être était-il désorienté. Peut-être avais-je rêvé. Je n'en ai pas parlé en préparant le petit déjeuner. Harold a bu son café, plié son journal et est parti travailler sans un mot. La nuit suivante, cela s'est reproduit. Cette fois, en me réveillant, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur la commode. Les chiffres rouges brillaient dans l'obscurité. 2h53. La même heure que la nuit précédente, même si je ne me souvenais plus comment je le savais. Cette certitude m'a pesé comme un fardeau. Harold était déjà là. Il est resté plus longtemps la deuxième nuit, assez longtemps pour que ma peur se mue en une angoisse plus froide et plus aiguë, assez longtemps pour que des questions se forment en moi, des questions que je ne voulais pas poser. Quand il est finalement retourné se coucher, je suis restée allongée, fixant le plafond, comptant mes respirations, attendant le lever du soleil. La troisième nuit, j'ai fait un test. Je suis restée éveillée aussi longtemps que possible, ne faisant semblant de dormir que lorsque mes yeux me brûlaient de fatigue. À mon réveil, il était encore là. 2h53 pile. À la fin de la première semaine, le schéma était indéniable. Chaque nuit, sans faute, il se levait du lit, s'approchait de moi et restait là,
silencieux. Il ne me touchait jamais. Il ne murmurait jamais rien. Il ne faisait jamais un bruit autre que le léger craquement du plancher sous ses pas. Le jour, il agissait exactement comme d'habitude. Quand je lui demandais s'il avait du mal à dormir, il me regardait comme si je parlais une langue étrangère. Il disait qu'il dormait bien. Il disait que je m'inquiétais trop. J'ai commencé à douter de moi. Je me disais que le stress pouvait provoquer des hallucinations. Je me disais qu'un esprit fatigué pouvait inventer des routines. Mais la peur ne naît pas du néant. Elle grandit parce que quelque chose la nourrit. Au fil des nuits, j'ai remarqué d'autres choses. La façon dont il semblait plus alerte après être resté là. La façon dont ses yeux suivaient les fenêtres au lieu de moi quand nous parlions. La façon dont il vérifiait la serrure de la porte d'entrée avant de se coucher, puis la revérifiait. 253 n'était plus une heure sur l'horloge. C'était devenu un avertissement. Et je ne comprenais pas encore de quoi il m'avertissait. Mais au fond de moi, je savais une chose. Ce que Harold faisait dans le noir n'avait rien à voir avec le sommeil. Et ce n'était qu'une question de temps avant que cette vérité ne vienne me rattraper. Au bout de 3 mois, mon corps a commencé à lâcher prise avant mon esprit. Le sommeil était devenu une source de crainte plutôt qu'un besoin. Je restais allongé dans mon lit, fixant le plafond, à l'écoute du moindre bruit de la maison, comptant les minutes jusqu'à ce que l'horloge approche de 253. Quand je parvenais enfin à m'endormir, c'était un sommeil léger et fragmenté, peuplé de rêves où je courais dans des couloirs sombres et interminables. J'ai cessé de manger sans m'en rendre compte. La nourriture n'avait plus de goût. Mes robes flottaient autour de mes épaules. Mes mains tremblaient quand je versais le café. La femme dans le miroir paraissait à la fois dure et vide, comme une âme déjà à moitié perdue. Harold ne remarquait rien. Ou s'il remarquait, il ne disait rien. Il partait travailler à la même heure tous les matins. Il rentrait, mangeait en silence et se couchait tôt. La nuit, le même scénario se répétait. Le parquet grinçait. Sa présence planait à mes côtés. Puis il retournait se coucher, toujours aussi calme. Les enfants ont commencé à changer, eux aussi. Ma cadette se réveillait en pleurs, hantée par des cauchemars inexplicables. Elle refusait de dormir dans le noir et s'accrochait à moi dès qu'Harold entrait dans la pièce. Mon aînée se faisait plus silencieuse, observant tout, posant des questions auxquelles j'évitais de répondre. Les enfants pressentent le danger bien avant de pouvoir le nommer. Un matin, en sortant sur le perron, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. De la boue. Des empreintes sombres et humides juste devant la porte. Il n'avait pas plu depuis des jours. Je les ai longuement fixées, essayant de comprendre ce que je voyais. Harold était déjà parti travailler. Les enfants dormaient encore. J'ai essuyé la boue avec un chiffon humide, les mains tremblantes. Ce soir-là, je lui ai demandé nonchalamment s'il était sorti pendant la nuit. Il m'a regardé un instant de trop avant de répondre. Non. Pourquoi aurais-je fait ça? Sa voix était calme. Son regard, lui, ne l'était pas. Le lendemain matin, les empreintes étaient de nouveau là, toujours près de la porte, toujours disparues avant que quiconque puisse les voir. J'ai commencé à vérifier les fenêtres avant de me coucher, m'assurant qu'elles étaient bien fermées. Je me déplaçais silencieusement dans la maison la nuit, de peur de faire du bruit, de peur d'être remarqué. Mon esprit s'emballait, imaginant des explications auxquelles je refusais de croire. Quelqu'un d'autre venait-il à la maison? Harold avait-il un rendez-vous nocturne? Ou pire, quelqu'un nous observait-il dans l'obscurité? La pensée qui me glaçait le plus était la plus simple. Et si Harold n'était pas à côté de mon lit à cause de moi? Et s'il attendait? Je me suis mise à cacher de petites choses, juste pour vérifier si c'était vrai. J'ai placé une chaise contre la porte d'entrée. Le lendemain matin, elle avait été remise à sa place. J'ai glissé la clé de la maison dans un tiroir. Le soir, elle était de nouveau accrochée. Chaque découverte me serrait la poitrine. Je priais sans cesse, non pas pour des réponses, mais pour avoir la force de tenir le coup. Je priais pour le deuil. Je priais pour la sécurité de mes enfants. Je priais pour avoir le courage d'affronter ce qui se passait, même si je n'en avais aucune idée. À ce moment-là, la peur était devenue ma compagne constante. Elle me suivait toute la journée et s'asseyait au bord du lit la nuit, attendant avec moi jusqu'à 253 heures. J'ai songé à partir.
J'ai imaginé faire une valise et emmener les enfants chez ma sœur, de l'autre côté de la ville, mais partir sans comprendre me paraissait dangereux. Et si je me trompais? Et si je détruisais ma famille pour quelque chose que je ne pouvais prouver? Pourtant, rester me semblait pire encore. La maison n'était plus un refuge. C'était un lieu où quelque chose d'inachevé se refermait lentement sur nous. Et chaque nuit qui passait me rendait plus certaine d'une chose, ce qui se passait se rapprochait. Et quand cela arriverait enfin, ce ne serait pas annoncé. À l'arrivée de l'été à Memphis, ma peur avait pris forme. Si je pouvais la nommer, je pensais pouvoir la contrôler. J'étais convaincu qu'Harold voulait me tuer. Cela paraît dramatique de le dire à voix haute, mais c'était la seule explication à laquelle mon esprit épuisé pouvait s'accrocher. Des hommes avaient fait pire pour moins que ça. J'avais lu les articles dans le journal. Des maris tranquilles qui avaient craqué. Des femmes retrouvées mortes dans leur lit. Les voisins disaient n'avoir rien vu venir. La nuit, je restais figé, tous mes muscles tendus, à l'affût du moindre changement dans sa respiration. J'imaginais ses mains autour de ma gorge, un oreiller pressé sur mon visage. J'imaginais les enfants se réveillant seuls le matin, m'appelant, me trouvant froide et immobile. Cette pensée me vidait de toute substance. J'ai commencé à me préparer, en secret. J'ai caché un couteau de cuisine sous le matelas. J'ai rapproché mon sac à main de la porte. J'ai mémorisé le bruit de chaque pas dans la maison pour être au courant du moindre changement. J'ai dormi tout habillé plus d'une fois, au cas où je devrais m'enfuir. Et pourtant, il ne m'a jamais touché. Nuit après nuit, il se levait à 2h53, se tenait près de moi et ne faisait rien. Aucune violence, aucun mot, aucune menace que je puisse désigner du doigt en disant « c'est la fin ». Juste l'attente. C'est ce qui me troublait le plus. S'il voulait ma mort, pourquoi hésiter? Pourquoi rester là, immobile comme une statue, respirant silencieusement, comme s'il écoutait au lieu de regarder? Pourquoi retourner se coucher et dormir paisiblement ensuite? La peur commença à se transformer en quelque chose de pire, le doute. Je me demandais si je perdais la raison. Si l'épuisement avait perverti mes pensées. J'ai regardé mes enfants et j'ai eu honte. Et si j'inventais un monstre là où il n'y en avait pas? Et si j'avais fui et détruit leur famille sans raison? Une nuit, j'ai décidé de le mettre à l'épreuve. Je suis restée éveillée délibérément, les yeux grands ouverts bien après minuit. Assise dans le noir, je comptais les secondes, attendant le moment où il se levait toujours. Quand l'horloge a affiché 2h53, rien ne s'est passé. Harold n'a pas bougé. Il dormait profondément à côté de moi, le dos tourné, sa respiration lente et régulière. Je tremblais, mes certitudes s'effondrant. Avais-je tout imaginé? Ma peur avait-elle créé un schéma qui n'existait pas? La nuit suivante, j'ai recommencé. Je suis resté éveillé, rien. Mais la troisième nuit, quand l'épuisement a fini par avoir raison de moi, je me suis réveillée avec cette présence familière dans la chambre. Il était là, de nouveau. 253. C'est alors que la vérité m'a frappé de plein fouet, brutalement et de façon terrifiante. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait quand j'étais éveillée. Il attendait que je m'endorme pour se lever. Cette pensée m'a glacé le sang. Cela signifiait intention. Cela signifiait qu'il était conscient de ses agissements. Cela signifiait que, quoi qu'il fasse, il ne voulait pas que je le voie pleinement éveillé. Dès cet instant, chacun de ses mouvements durant la journée semblait calculé. Chacun de ses mots semblait peser. Je l'observais attentivement, cherchant la moindre faille, la moindre colère, la moindre culpabilité. Mais il restait le même homme calme que j'avais épousé, poli, distant, sans relief. La peur du meurtre me tenaillait toujours, mais elle n'expliquait plus tout. Il se passait autre chose, quelque chose de plus complexe et de bien plus dangereux. Et le temps me manquait pour le comprendre, car ce qu'Harold attendait au 253 n'allait pas attendre éternellement. Et quand cela arriverait enfin, j'avais le pressentiment que ce ne serait pas dirigé contre l'un de nous deux seulement. À ce moment-là, la peur m'avait appris la discipline. Je savais que je ne pouvais pas simplement rester éveillé. Il l'a senti. Que ce soit au rythme de ma respiration ou à la tension dans mon corps, Harold savait faire la différence entre le repos et la simulation. Alors, si je voulais découvrir la vérité, je devais disparaître complètement. Je devais dormir comme on dort quand on n'a aucun souci.
J'ai choisi un lundi soir. Les nuits ordinaires sont plus faciles pour se cacher. Je me suis couché plus tôt que d'habitude, prétextant un mal de tête. Je n'ai pas bu de café ce jour-là. J'ai peu mangé. J'ai laissé la fatigue m'envahir jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Quand Harold a éteint la lumière et s'est éloigné de moi, j'ai attendu. J'ai attendu que mon corps cède et que le sommeil m'emporte dans un endroit paisible et léger. À mon réveil, il faisait noir. La maison me paraissait plus lourde que d'habitude, comme si l'air s'était épaissi. Je n'ai pas ouvert les yeux. Je n'ai pas bougé les mains. J'ai ralenti ma respiration délibérément, comptant chaque mouvement de ma poitrine, la rendant profonde et régulière. J'ai écouté. Le tic-tac de l'horloge sur la commode était doux. Au loin, un coup de klaxon de train retentit le long de la rivière. Je n'osais pas regarder l'heure, mais je le savais. Je l'avais toujours su. Le matelas bougea. Harold se redressa lentement, prenant soin de ne pas me réveiller. Je sentis le poids du lit se dissiper lorsqu'il se leva. Ses pas étaient silencieux, assurés, tandis qu'il traversait la pièce. La lame du parquet près de moi grinça doucement. Il s'arrêta à mes côtés. Je gardai une respiration régulière. Je relâchai ma mâchoire. Je m'imaginais m'enfoncer dans le matelas, loin de mon propre corps. Je me répétais que si je bougeais, même légèrement, tout prendrait fin. Le temps s'étira. Puis quelque chose changea. Au lieu de se lever, il s'accroupit. J'entendis un tissu frôler le bois. Un bruit sourd. Il s'était agenouillé près du lit. Mon cœur battit si fort que je crus qu'il allait me trahir. Il se pencha plus près. Je sentis sa présence près de mon visage, plus près que jamais. Son souffle effleura ma joue. Je ne broncha pas. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis il parla. Pas à moi. Sa voix n'était plus qu'un murmure, faible et tremblante, comme usée par des années. J'attends toujours, dit-il. Je n'ai pas oublié. Ces mots me firent l'effet d'un coup. Attendre qui? Il déglutit difficilement. Je l'entendis. Sa respiration devint irrégulière. J'ai fait ce que tu m'as demandé, murmura-t-il. Je suis resté silencieux. Je suis resté. Je ne lui ai rien dit. Ma poitrine se serra. Elle, pas moi. Il y eut un silence, puis un son que je n'avais jamais entendu de la bouche d'Harold. Un sanglot étouffé. Je n'arrive pas à dormir, dit-il. Si je dors, je vais rater ça. Si je le rate, ça va recommencer. Encore. Mes doigts se crispèrent sur le drap, mais je l'ai forcé à rester. Il changea de position, pressant brièvement son front contre le bord du lit, comme un homme qui prie sans savoir comment. Sa voix se brisa lorsqu'il reprit la parole. « S'il te plaît, murmura-t-il. Laisse ça se terminer. » J'avais envie de crier. J'avais envie de le saisir et d'exiger des réponses. Mais je suis restée silencieuse. Je suis restée invisible. Au bout d'un moment, il s'est levé. Ses genoux ont craqué. Il est resté un instant immobile, comme à l'écoute de quelque chose que je ne pouvais entendre. Puis il est retourné se coucher. En quelques minutes, sa respiration s'est régularisée. Il a dormi. Pas moi. Je suis restée allongée là jusqu'au matin, l'esprit tournoyant sur chaque mot qu'il avait prononcé, chaque implication. Il ne me regardait pas. Il attendait. Il écoutait. Et ce qu'il craignait était lié à quelque chose d'enfoui profondément dans notre passé. Quelque chose qui, selon lui, pouvait encore ressurgir. Quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit, pas une seule fois. Au matin, j'ai compris quelque chose que j'avais eu trop peur d'admettre auparavant. Harold n'était pas dangereux parce qu'il voulait me faire du mal. Il était dangereux parce qu'il était terrifié. Je l'ai observé attentivement ce jour-là, plus attentivement que jamais. Ses mains tremblaient lorsqu'il versait son café. Il sursautait au moindre bruit. Quand un camion a fait un bruit d'explosion dans la rue, il s'est figé, les yeux rivés sur la route. Il ouvrit la porte d'entrée comme s'il s'attendait à trouver quelqu'un. Cet après-midi-là, pendant que les enfants étaient à l'école, je me mis à chercher, non pas dans les tiroirs ou les placards, mais dans mes souvenirs. Je repensais aux premières années de notre mariage, à ces choses que j'avais jugées insignifiantes. Les soirs où il rentrait tard sans explication. La cicatrice sur son avant-bras, prétendait-il,
dû au travail. Sa façon d'éviter certaines rues près de la rivière. Son refus obstiné de parler d'une année en particulier, malgré mes questions insistantes. C'était 1949. Avant moi, avant notre mariage, je me souvenais d'une histoire du quartier, une histoire que je n'avais pas évoquée depuis des années. Un garçon qui s'était noyé près de la rivière à la nuit tombée. La police avait conclu à un accident. Personne n'avait été blâmé. La famille avait déménagé. La ville avait oublié, mais Harold n'avait jamais remis les pieds près de cet endroit. Cette nuit-là, je le suivis. Quand 253 heures sonnèrent, il se leva comme toujours. Cette fois, au lieu de s'arrêter près du lit, il passa devant moi et se dirigea vers le fond de la maison. J'attendis que la porte se referme doucement avant d'eux. Je me suis approché. Pieds nus, le cœur battant la chamade, je les suivis à pas de loup. Il se tenait près de la fenêtre arrière, le regard perdu dans le jardin, le visage pâle sous la lune. Il murmura de nouveau, mais cette fois, j'entendis le nom d'Eli. Ce nom me frappa comme un coup de poing. Eli était le garçon de la rivière. Celui dont tout le monde disait qu'il avait glissé sur des pierres mouillées et qu'il n'était jamais remonté. J'ai fait un pas en avant que la peur ne m'arrête. « Harold » dis-je. Il se retourna lentement. Quand il me vit vraiment, quelque chose se brisa en lui. Il s'effondra sur la chaise près de la fenêtre, les épaules tremblantes. Je n'ai pas attendu sa permission. Il m'a tout raconté. Cet été-là, bien avant que nous nous rencontrions, lui et deux autres garçons buvaient au bord de la rivière. Il s'était mis au défi de descendre sur les rochers. Eli avait glissé. Il avait crié à l'aide. Harold avait tendu la main vers lui, mais s'était retiré quand quelqu'un avait crié qu'ils iraient tous en prison. Il s'était enfui. Il s'était persuadé que la rivière serait accusée. Mais Harold n'y avait jamais échappé. Chaque année, à la même date, il commençait à entendre des choses. Des pas, de l'eau qui goutte, un coup qui ne vint jamais vraiment. Il se persuada que s'il restait éveillé, s'il tendait suffisamment l'oreille, il pourrait empêcher que cela ne se reproduise. 25h53, c'était l'heure à laquelle Eli a sombré. L'heure à laquelle la rivière a englouti sa voix. Harold croyait que s'il dormait, le passé reviendrait d'une manière qu'il ne pourrait contrôler. Il ne me regardait pas. Il protégeait le présent d'un souvenir qui refusait de rester enfoui. Le silence dans notre maison n'était pas la paix. C'était la culpabilité. Et maintenant que je le savais, je comprenais quelque chose d'encore plus effrayant. La culpabilité ne s'estompe pas avec le temps. Elle attend. Et si vous bâtissez votre vie dessus, elle finira par exiger d'être vue. Que vous soyez prêt ou non. Après cette nuit-là, rien ne pouvait redevenir comme avant. Connaître la vérité n'a pas apporté la paix. Cela a apporté la lucidité, et la lucidité, j'ai appris, peut être plus lourde que la peur. Harold ne m'a pas supplié de rester. Il n'a pas demandé pardon. Il est simplement resté assis là, vidé par des années d'attente. Il a dit qu'il était fatigué. Fatigué d'écouter, fatigué de rester dans le noir, fatigué de craindre que le sommeil ne fasse revenir le passé chez nous. Le lendemain matin, j'ai fait une valise pour les enfants et moi. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas accusé. Je lui ai dit que nous partions quelque temps. Je lui ai dit que la maison avait besoin d'air, et nous aussi. Il a hoché la tête, comme un homme qui attendait cette réponse depuis longtemps. Nous sommes allés chez ma sœur, de l'autre côté de Memphis. Les semaines se sont transformées en mois. Harold n'est jamais venu nous chercher. Il a écrit une fois. La lettre était courte. Il disait qu'il cherchait de l'aide. Il disait avoir enfin dormi une nuit complète. Je ne suis jamais retourné dans cette maison. Des années plus tard, j'ai appris qu'il l'avait vendue et qu'il avait déménagé plus près du fleuve. Certaines blessures ramènent les gens à leur point de départ. J'ai choisi une autre fin. J'ai élevé mes enfants dans une maison où le silence n'était pas un avertissement et le sommeil n'était pas un combat. Aujourd'hui, à 90 ans, je comprends quelque chose que je ne pouvais pas voir à l'époque. Les choses les plus dangereuses de la vie ne sont pas toujours violentes. Parfois, elles le sont. Silencieux. Parfois, ils se tiennent à vos côtés chaque nuit sans dire un mot. Harold ne m'a pas blessé de ses mains. Il nous a blessés par ses secrets. Et j'ai appris que l'amour sans vérité empoisonne lentement tout ce qu'il touche.
Avant de terminer ce récit, je voudrais partager avec vous 5 leçons que la vie m'a apprises à la dure. Premièrement, le silence peut être plus dangereux que la colère. Deuxièmement, la peur n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est un avertissement. Troisièmement, le passé ne reste pas enfoui simplement parce qu'on refuse de prononcer son nom. Quatrièmement, l'amour sans honnêteté devient une prison pour tous ceux qui y sont impliqués. Cinquièmement, écouter son intuition peut vous sauver la vie et celle de vos proches. Si ce récit vous a touché, j'espère que vous prendrez un instant pour y réfléchir. Demandez-vous quelles sont les choses silencieuses que vous avez ignorées. Et si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire quelles leçons vous avez tirées de cette histoire et de quelle ville vous la lisez. Je lis chaque mot, et d'autres personnes qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules aussi. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues, aimez, partagez et commentez. On ne sait jamais qui pourrait nous lire. Dans l'obscurité, attendant que quelqu'un d'autre prenne la parole en premier.